Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, vous le savez, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice, notre expert Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes donc notre expert. Aujourd'hui, dans votre chronique. Aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce, du commerce en ligne. Très en vogue. Et puis, il y aura aussi la question de l'internaute. Très en vogue et bien évidemment dans ce période de confinement. Et puis la question de l'internaute autour de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur, les différences éventuelles. Ce sera dans la deuxième partie. Les crises permettent parfois de se réinventer. Dans les pires moments, faire le dos rond en attendant que l'orage passe n'est pas toujours la bonne solution. Re-questionner son positionnement et s'adapter peut permettre d'envisager de nouveaux leviers de croissance. Un témoignage dans un instant. Et puis focus sur deux entreprises artisanales qui font de leur réactivité un véritable avantage concurrentiel. Ajouté à du matériel de pointe, les Blues Brothers à Sassenage et la serrurerie Bruno à Domaine ont fait leur place sur des marchés pourtant très concurrentiels. Voilà pour le sommaire. C'est parti, installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Le Père Noël de plus en plus tenté de s'approvisionner sur la toile. La tendance de ces dernières années s'accélère en raison de la crise sanitaire. Le e-commerce ne cesse de gagner du terrain. En 2019, le cap des 100 milliards d'euros de ventes en ligne aux particuliers a été franchi en France. Alain, c'est l'un des chiffres marquants qui permet d'évaluer ce e-commerce qui est loin d'être uniquement un phénomène passager. Alors oui, ce n'est pas un phénomène lié au confinement, c'est un phénomène qui est durable. C'est lié à la fois aux outils auxquels les clients ont accès, les tablettes, les PC, les smartphones, et puis aux transformations digitales des entreprises. Vous donnez quelques chiffres, 100 milliards d'entreprises à clients particuliers, donc B2C dans le langage, mais aussi 150 milliards entre entreprises. Donc ça fait un marché autour de 250, voire plus, milliards d'euros en France. Le confinement, bien sûr, a joué sur l'accroissement du e-commerce, mais depuis 4 ans, le e-commerce a augmenté de 13% par an en France. Il est composé, en gros, moitié de produits, une petite moitié de produits et moitié de services. Pendant le confinement, ce sont bien évidemment les produits qui ont dominé, bien évidemment. Et les services se sont effondrés, moins 75% sur les voyages, par exemple. Ce qui fait que quand on regarde l'e-commerce globalement, le confinement n'est pas très marquant quant à cette évolution. En revanche, quand on le centre sur les produits, bien sûr, il y a une évolution très forte. Parce aujourd'hui, que crise sanitaire, ce confinement a vraiment... Et secteur par secteur. Secteur par secteur, et les magasins alimentaires étaient ouverts, donc globalement, services de proximité. En revanche, il y a plein de produits technologiques, d'équipements qui ont été achetés sur des sites de e-commerce. Et aujourd'hui, le e-commerce de produits, en fait, vers les clients en particulier, c'est 10% du commerce en France. Et c'est considérable. Le nombre de consommateurs a-t-il pour autant augmenté? On achète plus, mais est-ce qu'il y a plus de consommateurs? On achète plus sur l'e-commerce. Durant le confinement, 41 millions de Français ont fait un achat en e-commerce, ce qui fait quasiment 2 tiers. Et le volume, bien sûr, en euros, augmente aussi, plus 24% du volume. Durant cette période, on peut dire que pour les commerces fermés, notamment pour les magasins, le e-commerce a pu servir d'amortisseur. C'est-à-dire que les sites de e-commerce habituels, Amazon par exemple, bien sûr, ont profité du confinement, mais les magasins traditionnels qui avaient des sites de e-commerce ont également profité de ce confinement, finalement se redéployant un peu sur les ventes en ligne. Et pour ces structures-là, le e-commerce, clairement, a joué un rôle d'amortisseur. On a vu qu'il y avait une complémentarité de plus en plus essentielle entre le e-commerce et le commerce en ligne. Oui, il y a une recherche des clients là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on peut penser, sans être forcément un spécialiste, c'est qu'à la fois la visite sur site pour voir le produit, et puis l'achat en ligne pour vraiment le choisir et comparer les prix, et puis il y a également probablement un élément de réassurance. C'est-à-dire quand vous achetez en e-commerce
un produit, mais que vous savez qu'à proximité, il y a un magasin, s'il y a un problème, s'il y a une panne, s'il y a un sujet d'après-vente, je pense que ça joue dans la réassurance également. Oui, ça c'est une attente de plus en plus importante. Il y a également un secteur qui a beaucoup profité, c'est les achats éco-responsables. Tout à fait. On va dire qu'il y a chez les e-acheteurs, en quelque sorte, une tendance effectivement à aller chercher des achats éco-responsables, et notamment dans une économie un peu de la circularité, à savoir acheter des objets d'occasion, en prenant son temps, en recherchant l'objet. Et comme la notion de distance est annulée aussi dans le e-commerce, notamment le e-commerce entre particuliers qui existe aussi, ça conduit aussi à développer ces achats plus responsables. Alors, on a beaucoup parlé de ces mastodontes du e-commerce et vous avez déjà cité Amazon. Est-ce que sa part de marché continue à augmenter ou est-ce que la multiplicité des sites fait que finalement Amazon se maintient? Globalement, la part de marché d'Amazon et des grands continue à augmenter. En revanche, il y a de plus en plus de sites puisqu'aujourd'hui il y a 200 000 e-commerçants en France. Donc ça donne une diversité et une proximité parce que tous les e-commerçants n'ont pas vocation à être d'envergure nationale ou internationale. Mais pour être lucide, il y a 1% aujourd'hui des e-commerçants, donc 200 000, 1%, ça fait 2000, qui font 75% de l'activité. Ah oui. Et donc, parmi ceux-là, les géants du e-commerce, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il reste de la place pour les autres. Il y a de la place, notamment en proximité, une recherche justement de marier soit sur des chaînes, soit sur des magasins de proximité, cette capacité à acheter en ligne pendant les périodes de confinement, mais pas seulement, parce qu'il y a tout le sujet du choix, dire le choix le samedi soir ou le dimanche soir dans son canapé, pour donner une image un peu réductrice. Et puis la capacité aussi à interlocuter avec le commerçant qui a un magasin et qui peut dépanner, expliquer, faire jouer le service après-vente. Alors, on voit bien que la concurrence est rude sur le e-commerce. Quels sont les grands facteurs de succès pour quelqu'un qui voudrait se lancer? D'une manière globale, le prix joue énormément, la disponibilité des produits et puis la qualité de la livraison. Et de plus en plus, parce que de fait, la période de confinement a aussi coïncidé avec beaucoup de cyberattaques, de problèmes, on va dire, de sécurité, toute la cybersécurité autour des paiements. Tout en ayant à gérer un phénomène paradoxal, c'est qu'il ne faut pas que le paiement soit trop compliqué, parce que le e-commerçant perd beaucoup d'achats si le paiement devient trop compliqué. Donc il faut à la fois avoir une sécurité des paiements et en même temps un processus relativement fluide. On voit bien du coup que le parcours client est essentiel. Il faut faciliter l'expérience client. Cette crise, on voit que c'est un changement en profondeur avec l'arrivée de la révolution numérique, la facilité des outils, vous le disiez. Est-ce que c'est un véritable enjeu maintenant pour les commerces traditionnels ? Moi, je pense que la solution pour les commerces traditionnels, alors peut-être pas les commerces de bouche, mais pour beaucoup de commerces traditionnels, c'est d'arriver à marier cette proximité parce que les clients, les Français ont besoin de cette proximité. C'est-à-dire face à un contexte de mondialisation, et a fortiori pendant la crise qui est mondiale, le sujet d'avoir des ancrages territoriaux de proximité, de connaissances, est important. Donc moi, je pense que ce double modèle qui existe maintenant à peu près dans tous les métiers, prenez aujourd'hui un acteur de proximité qu'on essaye de ne pas voir trop souvent, c'est le notaire. Les notaires se développent également en ligne. Les banques, tout le monde les connaît. Il y a des agences et puis il y a également des sites. Je pense que cette tendance, y compris parce qu'on constate que les entreprises et les commerçants qui font du commerce sont plus résilients, même s'ils subissent les crises, cette tendance va se développer. Et d'ailleurs, sur Grenoble, sur le département de l'Isère, il y a des initiatives. Des plateformes locales. Oui, des plateformes locales. Je vais en citer deux. Il y a d'une part Loin des yeux, près du cœur, assez difficile à lire à dire parce qu'on pense forcément à autre chose, qui vise en fait à commercialiser, à pré-commercialiser des bons d'achat solidaires en amont du déconfinement pour assurer un minimum de chiffre d'affaires auprès des commerçants. C'est le système des bons d'achat anticipés. Voilà, bons d'achat anticipés. Et puis une place de marché qui a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère, en bas de ma rue, qui vise à rassembler des fournisseurs, des commerçants vers des clients particuliers, même professionnels, pour leur permettre d'acheter sur une place de marché sécurisée. Donc il y a bien ce mouvement global d'intégration du digital dans la vie des Français, dans la vie de nos concitoyens, puis aussi dans la vie des commerçants. Sachant que quand même, on a entendu durant la crise du premier confinement que probablement le digital a fait 4 ans. Voilà, le saut avait été de 4 ans. Mais nous, ce qu'on constate, en tant que dirigeant d'une caisse d'épargne régionale avec beaucoup d'agences, 280 agences sur le territoire, c'est qu'il y a un effet ressort. Que malgré tout, l'agence, le lieu où on va voir son conseiller, son marchand, son commerçant, reste ancré.
Et ça va permettre, je pense, dans la durée, de faire cette transformation équilibrant le e-commerce et puis le commerce physique en les mariant. Je crois que c'est l'enjeu de demain. Vous évoquez cette transformation digitale, notamment pour les commerçants. Il y a l'importance aussi de les accompagner dans cette démarche. Tout à fait. Parce que ce n'est pas évident. Oui, bien sûr. Alors, il y a de plus en plus d'initiatives d'entreprises du numérique qui accompagnent les commerçants pour leur installer des outils, des sites, et puis nous-mêmes les banques en général, et je prends la Caisse d'épargne que je connais bien, nous avons un dispositif qui permet à un commerçant d'installer un site, d'installer les moyens de paiement, et en quelques heures d'être prêt à faire du e-commerce sur sa gamme de produits. Donc cette évolution est en train de se faire. Le confinement a certainement un peu accéléré, mais ça ne se limitera pas au confinement, bien sûr. Et on aura, je crois, cet équilibre présentiel et distanciel, donc e-commerce et e-commerce. Merci Alain. Le e-commerce en progression de 13% par an ces 4 dernières années, c'est la confirmation d'une lame de fond, mais les cyberacheteurs restent très attachés, vous le disiez, aux boutiques traditionnelles qui doivent donc inventer une complémentarité sur la toile. L'innovation et l'adaptation, la résilience dont vous avez parlé sont encore une fois la clé. Et on continue à parler de cette résilience. La crise sanitaire peut être un vecteur d'activité pour certaines entreprises. Exemple chez Fautia DMT, c'est près de la Tour du Pin. Spécialisée dans l'assemblage d'équipements pour l'industrie textile, elle produit aussi des armoires de désinfection pour les tenues non lavables en machine. Et elle a eu l'idée de transposer son savoir-faire pour purifier l'air. Elle a mis au point des générateurs d'ozone virucide aptes à éliminer le Covid-19. Reportage. Le coronavirus à 99,99%. Chez Fautia DMT, cette idée est venue pendant le confinement, car l'entreprise propose déjà depuis 2008 des armoires de séchage à l'ozone pour éradiquer les microbes, notamment sur les équipements de pompiers. On a modifié l'utilisation de cet ozone, l'utiliser dans un volume qui peut être une salle de réunion, qui peut être, pourquoi pas, une salle de classe, effectivement. Le but est de lancer l'appareil le soir après les cours et ne revenir que le lendemain matin, car ce photiozone transforme en fait par ionisation la molécule d'oxygène présente dans l'air en trioxygène, qu'on appelle l'ozone. Et l'ozone redevient ensuite naturellement de l'oxygène au bout d'1 heure. On va dire qu'on a un ozoneur qui produit l'ozone. Ensuite, on a un ventilateur qui vient repousser l'ozone de notre appareil avec une temporisation qui permet à l'utilisateur de sortir de la pièce et une autre temporisation qui permet au fonctionnement de la machine. Le photiozone fonctionne entre 30 minutes et 2 heures en fonction du volume à traiter et il existe donc plusieurs tailles d'appareils. Le Photiozone 10, lui, permet de traiter les véhicules. On a la gamme 75 et 100 qui permettent de traiter jusqu'à 150 mètres carrés et le modèle 200 et 400 qui permet de traiter jusqu'à 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés en multipliant le nombre d'appareils. Avec un prix plutôt élevé pour les particuliers, l'appareil qui a traité la salle polyvalente du lycée de 160 mètres carrés coûte 1 500 €. Et à Roche-Thouarin, Fautia DMT emploie une dizaine de personnes et ce nouveau marché pourrait bien lui permettre d'accroître son chiffre d'affaires de 30% cette année. Puisqu'on parle d'innovation, permettez-moi de vous présenter la une du dernier numéro de Présence. C'est le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère et de Grenoble en particulier. Aledia, c'est le leader de l'année 2020 selon le classement réalisé par la CCI de Grenoble qui propose dans ce numéro donc le classement des entreprises de la région grenobloise à découvrir évidemment en version papier et également sur le site internet de la CCI de Grenoble. De résilience, nous continuons de parler. La résilience, c'est la capacité à s'adapter à une difficulté, une qualité indispensable en temps de crise. Ces derniers mois, de nombreux chefs d'entreprise ont dû réorienter leurs activités pour trouver de nouveaux marchés. La nécessité soudaine a alors joué le rôle d'accélérateur d'évolution. Et pour d'autres, la crise a fait naître des opportunités inenvisagées jusque-là. Un exemple chez nous en Isère avec Frédéric Rochex. Bonjour. Bonjour Christophe. Le créateur d'Inside Outside à Grenoble. On a beaucoup parlé de l'impact mortifère de cette crise sur le secteur de l'événementiel. C'est votre cœur d'activité, l'événementiel, puisque vous êtes spécialisé dans la création d'événements, type congrès, salons, séminaires. On est spécialisé dans l'organisation d'événements professionnels, donc tout ce qui est congrès scientifiques, médicaux, et également événements d'entreprise, donc assemblée générale, portes ouvertes, événements d'entreprise.
Voilà, des événements que vous gériez de A à Z, hein, j'ai envie de dire, du premier coup de téléphone jusqu'au retour. C'est ça, donc ce qu'on appelle le fameux cahier des charges, la conception design, donc qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après, toute la logistique, puisqu'un événement, c'est 99% de logistique. Et puis après, le jour J, la livraison de l'événement. Et alors la logistique, c'est important chez Inside Outside parce que vous avez, dès le début, orienté l'activité sur le plan des nouvelles technologies et du numérique en particulier. Moi, l'idée à la création en 2005, mes associés étaient un informaticien, un responsable système d'information, donc un peu atypique pour le monde de l'événementiel. Et notre objectif était vraiment d'automatiser le process d'organisation. Notamment, on gère entre 50 000 et 60 000 personnes par an. Et l'objectif était d'automatiser un peu le process d'inscription, de paiement, de participation, d'accueil. Donc effectivement, le digital est dans nos gènes depuis 15 ans maintenant. Ce qui était assez nouveau à l'époque, hein, de la création de l'entreprise, parce que ça permettait aussi à vos clients, à vos donneurs d'ordre, d'avoir des retours et des suivis de leurs événements et de leurs invités en particulier. Oui, du coup, ça permet vraiment de monitorer l'événement, parce qu'encore une fois, la période d'organisation est très longue, donc il y a un suivi fait avec nos clients. Et puis le jour J, jusqu'à là, ces dernières années, on avait même développé des petites applications qui sont dans la poche de l'organisateur. Et il peut suivre en temps réel qui arrive, qui n'est pas là, les sessions, les sondages, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien. Donc c'est vrai que tous ces outils permettent d'augmenter l'événement. Alors ce savoir-faire qui a été l'ADN de l'entreprise au départ a été un réel avantage. On va voir ça aussi en matière de résilience parce que tout allait pour le mieux jusqu'à la crise. Quand je dis tout allait pour le mieux, d'abord, il faut rappeler que vous avez intégré un grand groupe européen. Vous démarriez l'année 2020 sous les meilleurs auspices. Et puis en mars, patatras. Et puis en mars, le choc. On avait, pour donner un ordre d'idée, on avait 80 événements en cours de livraison en portefeuille. Donc ce sont des événements entre quelques centaines et plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, ce sont des grosses organisations. Et c'est vrai qu'à partir de mi-mars, notre téléphone qui sonne souvent avec les participants, les clients, il a sonné un peu moins et c'était pour des annulations. Et donc ça a été extrêmement difficile pour toute l'équipe puisqu'il a fallu défaire en fait. Donc on a passé un mois à désorganiser ce qu'on avait organisé. Donc il fallait relâcher les chambres d'hôtel, annuler tous les prestataires, rembourser ce qu'il fallait être remboursé. Donc on va dire pendant un mois, vraiment la prise d'un mur, même on ne comprenait pas vraiment ce qui nous arrivait à l'époque. Et il a fallu réagir et se réinventer. C'est ce que je disais, re-questionner son modèle. Donc, comment s'est passée d'abord l'organisation de la prise de conscience? La prise de conscience, il y a vraiment eu c'est comme un accident. Donc on a laissé un peu, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis au bout de 2-3 semaines, on s'est retrouvé entre guillemets avec plus rien à faire. Et donc là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et notre sujet a été de se focaliser sur le monde d'après. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des gros changements en cours, donc le digital en fait partie. Il y en a un deuxième qui arrive qui est très fort, c'est tout ce qui est le sociétal au sens prise de conscience sur l'écologie notamment. Et donc on voulait proposer aux organisateurs de proposer aux participants de moins se déplacer. Donc c'est ce qu'on appelle les événements phygitaux, donc physique, un événement, et on permet aux gens qui sont les plus distants de se connecter en ligne à l'événement. Donc on voulait construire une plateforme qui permettait aux personnes de se connecter à l'événement en ligne. Voilà, continuer à créer des événements, mais à distance. Alors c'est quand même un peu plus perfectionné que les visioconférences qu'on a tous testées ces derniers mois. Oui, bien entendu. Alors au début, on ne voulait pas forcément les remplacer. Et puis c'est vrai qu'au mois de juin, en fait, on a montré cette solution aux organisateurs qui avaient annulé, qui étaient en cours d'annuler l'événement. Ils nous ont dit « Ah, mais ça nous plaît. Si ça existe, on le veut. » Alors nous, c'était un dessin sur un document PowerPoint. Donc on a même signé des ventes comme ça. Il n'y avait rien. Et donc on a travaillé pendant l'été pour construire la plateforme qu'on voit actuellement à l'écran. Voilà, c'est une toute nouvelle plateforme, full digital. Donc c'est full digital, donc ça peut être complètement en ligne, donc avec des personnes complètement de partout dans le monde. Donc ça nous arrive de faire des congrès avec des chercheurs ou des politiques, des experts dans le monde entier qui vont échanger. Et nous, en régie, en fait, on va monter tout ça. Donc c'est un Zoom évolué, on va dire. Soit on est comme ici, avec un plateau de télévision. Et puis on va, nous, essayer de ne pas être que la télévision, parce que c'est un événement. Donc l'événement, c'est participatif. Donc le gros enjeu, c'est d'impliquer les participants à distance, donc en communiquant avec eux, en récoltant des informations, en les faisant descendre en sous-groupe, revenir en plénière. Donc en fait, c'est un outil qui permet beaucoup d'interactions pendant l'événement.
Oui, c'est cette plateforme que vous appelez Inviteo Virtual Event, c'est ça? C'est ça. Et ça vous a même permis de vous rendre compte qu'on pouvait même élargir l'offre de ce que vous proposiez auparavant. Oui, bah alors déjà, aujourd'hui, c'est un palliatif, hein, puisque si on n'avait pas ça, on ne ferait rien. Donc c'est en soi une solution vraiment qui se justifie à elle-même. Et puis demain, ça jouera le rôle qu'on souhaitait au début, hein, c'est une offre élargie, effectivement, puisqu'on pourra proposer notre organisation logistique physique, et également proposer d'organiser l'événement aussi en digital. Oui, on reste sur ce que disait Alain Denisot tout à l'heure. Hein, en matière de e-commerce, on est très attaché quand même à la relation visuelle, physique, directe. Mais en revanche, c'est vrai que cette approche numérique permet d'élargir le spectre de ce qu'on peut proposer. Oui, alors pour nous, c'est vrai que c'est un crève-cœur hein, d'organiser en ligne, parce que notre métier, ce qui nous fait vraiment vibrer, créer de la relation. C'est créer de la relation. Donc c'est pour ça que je parle de palliatif. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est possible. On arrive effectivement alors, il y a plusieurs atouts. Le premier, c'est on a plus de participants. Donc ça, c'est la première prise de conscience. Hein. Des congrès qu'on a organisés depuis plusieurs années, il y avait 400-500 personnes. On en a fait un la semaine dernière, on était 1000 en ligne. Oui, c'est plus facile de se déplacer, Exactement. c'est plus facile d'entrer en contact, c'est plus souple. Exactement. Deuxième avantage assez étonnant, c'est qu'on rentre plus en lien en digital, parce que sur un événement physique, en général, on va avoir toujours un peu les mêmes personnes que l'on connaît, et on va rencontrer une ou deux personnes qu'on ne connaît pas. Et là, en ligne, avec la façon dont on fonctionne, on peut croiser beaucoup de monde qu'on ne connaît pas, faire des mises en relation plus faciles. Donc il y a quelques atouts quand même. Ça veut dire que ça a été, avec le recul, alors vous dites c'est un crève-cœur et vous auriez préféré sans doute arriver à cette mutation de façon moins brutale. Mais ça veut dire que la crise a été un booster d'innovation? Oui, la crise, ce sont toujours des boosters d'innovation. C'est vrai que nous, on avait la chance d'avoir déjà ce positionnement digital, donc ça nous a permis de l'accélérer. Et c'est vrai que on a fait en 3 mois ce qu'on aurait mis, je pense, en temps normal, entre 1 et 2 ans. Donc ça booste. Il faut juste avoir conscience que les premières livraisons, on ne les a pas testées. On n'a pas eu le temps. Donc ça change complètement les relations avec nos clients. Premier événement, le client savait que c'était notre première. Donc voilà, on innove en temps réel. On fait des choses qu'on n'a jamais fait avant. Là, l'événement avec 1200 personnes en ligne, on n'avait jamais fait. Donc on a découvert en même temps. Donc c'est vraiment une autre attitude stressante. On peut avoir des accidents accidentogènes, mais aussi on va très vite. Bien sûr, mais c'est un petit peu la règle de l'innovation. On s'autorise aussi quelques sorties de route et quelques améliorations possibles. Ça veut dire que là, le catalogue de ce que vous proposez, finalement, s'est élargi. Ben voilà, on a rajouté cette fameuse brique événement digital maintenant. Donc on pourra faire les événements, quoi qu'il arrive, virus ou pas virus, physique, et puis demain marier les deux et faire des événements qui seront peut-être même... Parce que l'avenir, c'est peut-être des événements multisites, pour vraiment éviter les déplacements, et puis en plus en ligne. Voilà. Donc là, on a une vraie solution pour l'événementiel de demain. Très bel exemple de résilience. Frédéric Rochex, merci beaucoup d'être venu témoigner dans Classe Affaires. Dans un instant, 2 nouveaux invités, focus sur 2 entreprises artisanales qui tirent leur épingle du jeu dans des activités d'apparence traditionnelle, mais qui ont en réalité toujours innové, que ce soit en matière de savoir-faire ou de positionnement marché. Nous découvrirons les Blues Brothers à Sassenage et la serrurerie générale Bruno à Domaine. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, visite de 2 entreprises qui ont réinventé leur activité au fil des années. Un atelier de broderie personnalisée et promotionnelle et une métallerie-serrurerie. Vous découvrirez ça. Avant cela, bien sûr, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Et Alain, cette semaine, la question est signée de Sophie, qui vous interroge sur les différences de régime entre micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Bien, on va essayer de répondre à Sophie. Depuis janvier 2016, les régimes micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs ont fusionné pour devenir le régime de la micro-entreprise. Le régime de micro-entreprise, ce n'est pas un statut juridique, c'est plutôt un statut fiscal et social d'imposition simplifié. Peuvent en bénéficier en fait toutes les personnes qui, soit à titre individuel, soit en société unipersonnelle, entreprise unipersonnelle, responsabilité limitée ou SARL unipersonnelle, vont bénéficier d'un statut avec des plafonds de chiffre d'affaires qui vont leur permettre d'avoir accès à des déclarations simplifiées. Voilà, pour résumer. Alors, il y a deux plafonds de chiffre d'affaires en fonction de l'activité. Il y a tout ce qui relève de la prestation de service, strictement,
bénéfices industriels commerciaux ou bénéfices non commerciaux, où le plafond est à 72 500 €. Et puis, il y a tout ce qui relève de la vente de produits, la vente d'objets, de denrées à emporter ou de logements, ou de fournitures de logement, qui est beaucoup plus élevé puisqu'il s'élève à précisément à 176 200 €. Donc ce régime fiscal et le régime social qu'on va voir ensuite prend la base du chiffre d'affaires et pose dessus des abattements qui sont en fait un peu la marge qu'a l'entrepreneur individuel pour ensuite être fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Alors les abattements, par exemple, pour quelqu'un qui réalise des prestations de services, ça va être 34% du chiffre d'affaires. Donc on prend le chiffre d'affaires, on fait moins 34% et c'est fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Pour les activités dites libérales, c'est 50% et pour les activités de vente de prestations, de produits, également d'hébergement, c'est 71%. Et ensuite, donc, une fois abattu de ces pourcentages, le chiffre d'affaires rentre dans l'impôt sur le revenu. Sur l'aspect social, c'est encore plus performant et encore plus simple, puisque de fait, c'est un régime simplifié, à cotisation réduite, et qui va s'appliquer également sur le chiffre d'affaires, mais uniquement s'il y a du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de cotisation. Ouais. Donc c'est extrêmement intéressant, puisque ça permet d'adosser et d'ajuster ces cotisations sociales au chiffre d'affaires libéré. Ce système s'applique aussi côté TVA. Voilà, on ne fait jamais les choses extrêmement simples, et avec des seuils différents. Donc en fait, la première partie, première catégorie de micro-entreprises, notamment les activités de vente de biens et d'hébergement, ont un seuil de franchise de TVA de 94 300 €. Donc en deçà de ce seuil, pas de TVA. Pas de TVA et au-dessus. Donc ni de déduction, ni de facturation. Et au-dessus, il y en a. Et pour celles qui font des prestations de services, 36 500 €. Voilà. Donc une fois qu'on a passé le cap du seuil, un peu complexe, c'est quand même un système qui est avantageux pour le social, pour l'impôt sur le revenu et pour la TVA, pour faciliter l'entreprise individuelle. Parfait, c'est clair. Merci beaucoup, Alain. Si vous aussi voulez des précisions sur une notion économique ou un mécanisme financier, n'hésitez pas à interroger Alain Denisot. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Ils ont des métiers vieux de plusieurs siècles, mais sont à la pointe de la technologie. Leur savoir-faire et leur réactivité sont des atouts sur des marchés pourtant très concurrentiels. Découverte d'artisans dynamiques. Anthony Le Breton, bonjour. Bonjour. Les Blues Brothers, c'est à Assassinage. On va découvrir votre activité dans un instant. Et Olivier Bruno, bonjour. Bonjour Christophe. La serrurerie générale Bruno et compagnie à Domaine. L'un, vous l'avez compris, brode des tissus. L'autre travaille le métal. Deux activités séculaires, mais qui ne cessent de se réinventer. Je vais commencer avec vous, Anthony Le Breton. Un atelier que vous avez créé en 2002 à Hébin, qui est maintenant installé à Assassinage. Au départ, vous étiez d'ailleurs tout seul dans cette entreprise. Oui, exact. Et aujourd'hui, quelques 20 ans plus tard, avant le Covid-15, aujourd'hui on est 9 en CDI et on a 3 CDD. Voilà, donc une entreprise qui s'est quand même développée ces dernières années. Au départ, expliquez-nous un petit peu l'évolution des produits, des broderies sur des vêtements professionnels essentiellement. Oui, essentiellement, oui, on travaille avec beaucoup la majorité de notre clientèle est professionnelle. Alors ça va des petites entreprises, des artisans, qui sont des fois 2, 3, des entreprises un peu plus grosses, comme l'entreprise Bruno à côté. Ah, c'est un client ? Oui, c'est un client. D'accord. Ouais, pour faire des polos, pour voilà, faire des polos. Et après, des beaucoup plus grosses, Puma, GEG, Samsé, pour qui on fait essentiellement des vêtements pour le marketing. Quelques exemples, donc c'est quoi? C'est polo, t-shirt, casquette? Oui, polo, t-shirt, doudoune, casquette, bonnet, beaucoup de bonnets en cette période forcément pour Poma, moins cette année, étant donné qu'il n'y a pas d'ouverture de station, pas d'inauguration. Mais voilà, après, l'offre, elle est énorme, parce qu'on a aussi du club de sport, on a d'associatifs, on a... Alors ça, c'est assez récent, le sport, c'est arrivé plus tard, 2006. Alors, le sport est arrivé plus tard. On l'a eu au départ, le sport, avec... on vend plusieurs marques. Et après, on s'est dit, en 2006, on est arrivé à Assassinage, donc on a créé le sport, en effet. Et à partir de 2015, on a créé notre propre marque de vêtements de sport. On voulait fabriquer nous-mêmes nos maillots de rugby, nos maillots de basket, de pouvoir faire des tours de cou, pouvoir faire des bandeaux pour le ski, des bonnets.
Du coup, on a créé notre atelier ça s'appelle la sublimation. C'est-à-dire qu'on achète du tissu, on le teinte, on le découpe et on monte dans notre atelier. Et une marque spécifique, hein, c'est Infinisport. Infinisport, exact. Et des ateliers évidemment très techniques. Je vous propose d'en reparler. On va les découvrir d'abord avec ce reportage. Elles ont le rythme dans la peau, ces machines. Mais chez Blues Broder, avec un D, on ne danse pas. On fait de la broderie et du marquage pour personnaliser les vêtements, les sacs ou les bonnets. On faisait essentiellement de la broderie au départ. Et après, le but, c'était de pouvoir offrir aux gens un showroom beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de choix, offrir d'autres techniques de marquage. Et rapidement, ça a pris de l'essor, ça a pris de l'ampleur. Et avec la crise sanitaire, la société met en rayon un nouvel accessoire. Depuis le mois d'avril 2020, elle s'est lancée dans la fabrication de masques 100% français en partenariat avec le CEA pour les essais de filtration et de perméabilité et Airstar pour la découpe des masques. On fabrique des maillots de sport depuis 6 ans maintenant, avec notre marque Infinisport. Donc on avait tout l'atelier nécessaire à la fabrication de masques. Au départ, on ne voulait pas spécialement y aller, et c'est à la demande de nombreux clients qui voulaient des masques mais personnalisés. Donc au départ, on avait lancé les premiers, et puis au fur et à mesure, il n'y avait pas besoin de certification. Et au fur et à mesure, il y a eu la demande du gouvernement et des sociétés d'avoir des masques normés. Donc nous, on a choisi de faire que du catégorie 1, parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est les masques le plus haut en termes de filtration. Des masques donc, dédiés à tous et surtout au personnel accueillant du public. Ils sont lavables 50 fois à 60 degrés et doivent suivre un cheminement de fabrication bien spécifique. On imprime tout sur des papiers, donc on a 2 types de papier. On a un papier qui est spécial pour le tour de cou et un papier qui est spécial pour les masques. Quand nos impressions sont finies, on passe tout à la calandre, donc c'est une presse à 200 degrés. Une fois que ceux-ci sont sortis, donc on a 2 options. Pour les tours de cou, nous faisons une découpe donc en ligne, d'abord avec une coupe en bout de table, et ensuite on les sépare avec une scie verticale. Pour les masques sont découpés en avance, en matelassage, et nous avons juste à les déposer en fait sur nos impressions, sur une table devant la calandre. Ils tombent derrière, et après on a juste à faire des petits tas pour préparer pour la couture juste après. La fabrication de masques a permis à l'entreprise de ne pas s'écrouler avec la crise sanitaire et de stabiliser son chiffre d'affaires tout en conservant des emplois. Et tout ça, je le disais, avec du matériel high-tech qui nécessite des investissements importants. Vous évoquez cette sublimation. La sublimation, c'est finalement le transfert d'un document papier sur un document tissu, en gros, c'est ça? C'est ça, oui, la sublimation, c'est un procédé chimique. L'encre passe à l'état gazeux quand on est à température, à 200 degrés, et redevient à l'état solide. Donc elle sort du papier, elle teinte le tissu, et après, c'est un tissu c'est une technique de marquage qui ne part jamais dans le temps, en fait. Oui, ça résiste au lavage, ça résiste... C'est tous les maillots de rugby qu'on voit à la télé, c'est cette technique-là, en fait, c'est la sublimation, ça s'appelle. Cette technique, ça représentait un investissement pour qu'on ait un ordre de grandeur de combien? C'est pas des gros investissements pour certains, pour nous c'était énorme, c'est 70 000 € entre l'imprimante, entre la calandre de sublimation et puis toutes les machines à coudre qui vont derrière, parce que le but c'est d'être intégré de A à Z, c'est-à-dire de partir du design, de le proposer, et puis derrière de pouvoir proposer le produit complet sans avoir recours à tierce personne. Bien sûr. Aujourd'hui on a recours avec les masques parce qu'on a beaucoup trop à faire, mais... Oui, c'est ça aussi qui fait un avantage concurrentiel. J'évoquais la technicité, mais c'est aussi le fait de pouvoir produire quasiment, d'être en capacité d'assurer l'ensemble de la chaîne de production, ce qui permet aussi une réactivité. C'est ça. Ça a toujours été l'ADN de Blues Broder, c'était depuis le début. C'était de dire aussi bien pour faire la broderie que le transfert, que la sublimation, c'était de pouvoir tout faire chez nous et pouvoir aller vite s'il y avait besoin d'aller super vite, de ne pas dépendre de quelqu'un. Alors les broderies, c'est quoi? C'est 50 000 broderies par an oui. Aujourd'hui, 80 000 marquages. Et vous le disiez, du coup, les masques et les tours de cou qui, cette année, font fureur et développent l'entreprise, l'activité de l'entreprise. Oui, on a eu, comme tout le monde, un coup d'arrêt au mois de mars.
On voulait pas aller sur tout ce qui est masques chirurgicaux, lotions hydroalcooliques. Beaucoup l'ont fait, mais pour moi, c'était pas notre métier. Et voilà, on a eu la demande de certains clients qui voulaient absolument des masques 100% personnalisés. Donc au départ, on a créé les premiers qui n'avaient pas besoin de certification. Après, il a fallu les passer via l'IFTH ou la DGA avec... Ils nous offraient les 10 premiers lavages, c'est-à-dire qu'ils faisaient le lavage et ils faisaient la filtration. Mais bon, après, il faut savoir que ça prend quand même un temps assez long. Entre le moment où on envoie le masque et où on a le résultat au final, il y a un mois et demi qui se passe dans le meilleur des cas. Et donc les premiers, la filtration, c'était pas bon. Du coup, il a fallu sourcer un nouveau tissu. Trouver du tissu, donc on a regardé un petit peu les gens qui étaient déjà normés. Donc on a fait rentrer les tissus, on a travaillé avec le CEA, la plateforme nanosécurité de Grenoble. Parce qu'en fait, un tissu qui est certifié à neuf, qui est blanc, une fois imprimé, il perd la filtration, il perd la perméabilité. Donc en fait, à chaque fois, il faut refaire des tests. Mais depuis, c'est combien 40 000 pièces qui ont été 50 000 pièces Près de 50 000 pièces, oui, vendues entre les masques et tours de cou. Oui. Donc une belle opportunité finalement qui est apparue. Ça a permis de rebondir, oui, et puis de rebondir. Voilà, c'est ça. Autre entreprise dont l'activité est très traditionnelle et qui ne cesse de se réinventer, la Serrurerie Générale Bruno et compagnie. À Domaine, il faut dire que la compagnie est importante. Vous êtes combien dans l'entreprise? Une trentaine? Oui, donc à l'heure actuelle, on est un effectif de 30 personnes. Bon, une entreprise familiale, c'est votre grand-père qui l'a fondée, on le verra tout à l'heure. Et puis vous êtes arrivé naturellement dans l'entreprise, CAP, BEP, Bac Pro, et vous avez pris la suite de votre papa dans les années 2000. Voilà, tout à fait. Je suis rentré dans la société en 1992 en tant qu'apprenti. Et après, j'ai évolué petit à petit. J'ai fait un CAP, un BEP, un Bac Pro et un BP. Et dans les débuts des années 2000, j'ai commencé à prendre la responsabilité dans l'entreprise. En 2011, vous en avez pris la tête et vous avez emménagé. Alors le petit atelier du grand-père à la Tronche est devenu une grande entreprise, près de 2000 mètres carrés à Domaine. Voilà, tout à fait. Mon grand-père a commencé en 1962 dans une petite pièce de 30 mètres carrés. On a évolué après, dans les années 90, à peu près, on était parti sur la Tronche dans 600 mètres carrés. Et là, au début des années 2010, on a emménagé sur Domaine dans 1600 mètres carrés de bâtiments. Et là, on vient de faire l'acquisition d'un bâtiment supplémentaire à côté pour faire du stockage et des bureaux supplémentaires qui nous doublent un peu, pas qui nous doublent, mais qui améliorent la capacité de l'entreprise. Bien sûr, une belle entreprise, plus de 4,5 millions de chiffre d'affaires, donc une entreprise qui se porte bien avec deux métiers, si je veux faire simple, la tôlerie et la métallerie. Voilà, donc on fait à peu près 80% dans le bâtiment. Donc nos clients sont essentiellement les promoteurs privés et locaux et beaucoup de bailleurs, l'essentiel des bailleurs sociaux de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà, pour faire essentiellement, alors vous êtes le grand spécialiste des garde-corps de balcons sur les immeubles, par exemple. Voilà, tout à fait. Le cœur de notre activité sont les balcons, sont les garde-corps, sont tout ce qui est les parties architecturaux des bâtiments. Oui, alors, il y a plein d'autres choses, le bardage de façades métalliques, j'ai vu des portes aussi, j'ai vu des portails, j'ai même vu des enseignes de magasins. Tout à fait, on s'est développé après dans les activités, c'est vrai qu'après 20% de notre métier, c'est le pliage de tôlerie. On s'est équipé il y a quelques années d'une poinçonneuse à commande numérique qui nous permet de faire du poinçonnage. On a la plieuse à commande numérique. Il y a 4 ans, on a fait l'acquisition d'un centre de découpe plasma. Gros investissement, c'est combien là aussi 75, 80 000 euros? Oui, à peu près, il faut compter un peu plus de 110 000 euros, on va dire, à peu près d'investissement, il faut compter. Alors, on va revenir sur la politique d'investissement, mais on va d'abord aller visiter vos ateliers avec ce reportage. Entreprise de métallerie depuis près de 60 ans, Bruno et compagnie est une société familiale installée à Domaine depuis plusieurs années. L'entreprise Bruno a été créée en 1962 par Antoine Bruno, qui l'a tenue jusqu'en 1979.
Ensuite, ça a été repris par André Bruno, mon père, qui l'a tenu jusqu'au début des années 2010. Donc au début, mon grand-père a commencé avec 2 salariés et là, à l'heure actuelle, on est 30 personnes. Au début, on a commencé sur un bâtiment de 50 mètres carrés, dans une petite pièce et tout. Et là, à l'heure actuelle, on a 1500 mètres carrés de bâtiment et 200 mètres carrés de bureaux. Olivier Bruno est donc la 3e génération à diriger l'entreprise. À sa création, la société travaillait principalement sur des logements de promoteurs privés et a aujourd'hui bien agrandi son catalogue de clients. À l'heure actuelle, on travaille essentiellement sur, on va dire, sur des promoteurs privés et des bailleurs sociaux, à peu près équitables à 50%. Notre secteur d'activité, c'est l'Isère à peu près avec 60%, la Savoie 35% et à peu près 15% de la Haute-Savoie. Ce sont dans ces ateliers que les soudeurs créent toutes les constructions métalliques nécessaires au projet. Des projets qui peuvent nécessiter du travail allant d'1 an à 4 ans. L'activité de pliage, nous plions surtout pour des façadiers et des étancheurs. Donc c'est l'activité de pliage. Après l'activité de métallerie, qui est surtout liée à la construction de logements. Donc c'est tout ce qui est conception métallique, des balcons, des portes métalliques, des halls d'entrée, des pergolas, toute construction métallique. Depuis les 5 dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation pour atteindre cette année 4,5 millions d'euros. Une année marquée par la crise sanitaire qui n'empêche pas l'entreprise de tourner à plein régime. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que sur l'impact, nous, sur le confinement, à part des retards qu'on a eu au niveau planning et tout, au contraire, on n'est pas trop confronté à l'effet Covid, on va dire, parce qu'on on travaille toujours à 100%, voire même 150% de notre activité. L'activité de l'entreprise est donc en constante augmentation, avec un carnet de commandes déjà plein pour les 2 années à venir. Voilà, une activité qui n'a pas cessé et du matériel, je le disais, qui fait la différence. Alors, on a vu la table de découpe plasma, la presse plieuse, vous évoquiez les cisailles, un tonneau débavurage aussi, hein, qui a été acheté récemment. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, on est toujours obligé d'investir dans des machines de plus en plus performantes, éviter le maximum de la sous-traitance pour éviter les problèmes de délai, donc on investit sur des machines performantes. Un gros investissement tous les 3 ans, c'est votre règle? Voilà, tout à fait, un gros investissement. Là, on a pour projet d'investir sur un laser. Alors, vous évoquiez cet avantage concurrentiel, hein, le fait d'être autonome. Ça permet de bien gérer et de tenir les délais, ce qui est essentiel dans votre métier. Voilà, tout à fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le gros problème qu'on a, c'est au niveau des délais, parce qu'on voit bien avec le Covid, on a été stoppé à peu près 2 mois. Il a fallu récupérer le retard, remettre la machine en route, récupérer le retard qu'on avait pris. On a récupéré un petit peu, mais c'est vrai que si on est... Pour passer avec la sous-traitance et tout, les niveaux des délais de sous-traitance pour voir les ouvrages et tout, c'est une perte de temps. Donc, en ayant directement les machines adéquates et tout, on est autonome. On est maître effectivement de son calendrier. Avec le savoir-faire, vous dites, c'est l'autre avantage concurrentiel qui est essentiel. Tout à fait. C'est vrai qu'après, le savoir-faire et tout, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle dans nos métiers, c'est pouvoir recruter du personnel qualifié. Donc c'est vrai que pour ça qu'on essaye de former des apprentis, de former au maximum du personnel pour pouvoir après être autonome. Une belle entreprise avec un rayon d'action sur les Alpes, hein, notamment sur la Savoie, puisque Domaine c'est aux portes de Chambéry finalement. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques années, on était implanté essentiellement, on travaillait sur l'Isère. Et maintenant, on s'étoffe un peu sur la Savoie et sur la Haute-Savoie, qui est un secteur vraiment en pleine expansion avec beaucoup de construction. Merci, messieurs, pour vos témoignages. Alain, on le voit bien, hein, des entreprises artisanales qui sont contraintes d'investir pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Oui, pour avoir un avantage finalement de réactivité et puis de maîtrise des prix, j'imagine. Hein, c'est de pouvoir délivrer le client le plus vite possible, vraiment en fonction de ses attentes. Non, ce sont de très belles réussites. Bravo. Mais des gros investissements. Des gros investissements, effectivement. Des capitaux importants aussi. Comment est-ce qu'on tranche, comment est-ce qu'on arbitre les investissements? Alors, disons que nous, on a besoin à l'heure actuelle de beaucoup de fonds de roulement, je vois, dans notre domaine, dans la métallerie, parce que le temps qu'on fabrique les ouvrages, qu'on achète la matière, qu'on fabrique, qu'on pose et qu'on est payé, c'est vrai qu'on a besoin d'un gros fonds de roulement
heureusement qu'on est appuyé par les banques à l'heure actuelle. Anthony, d'autres investissements prévus alors peut-être pas pour 2020 maintenant qui est bien entamé, mais 2021-2022 ? Là, on a justement pour notre activité de masque, et on a acheté une nouvelle imprimante, donc qui a pas un mois, hein, donc on a acheté ça, on a acheté 25 000 €. Non, le gros projet dans les 2 ans, c'est de réorienter notre bâtiment en fait, enfin de réorganiser, parce qu'on a une partie de showroom en bas, un peu d'atelier en haut. Le but c'est de rationaliser tout ça et de faire quelque chose. Le showroom de 150 m² est trop petit, dit-on. Hein. Oui, c'est un peu petit et avoir un atelier à l'étage, c'est pas super pratique. Ouais. Bon, voilà, l'avenir est tout tracé. Anthony Le Breton, Olivier Bruno, merci beaucoup d'être venus témoigner. Merci aussi Alain. Merci à tous. Merci à tous de votre fidélité. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci et à très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.